TF1 à l'Apple Park en exclusivité mondiale, c'était lundi soir dans le 20h, 4 minutes reprises par les médias consacrés à Apple dans le monde entier. Véritable scoop ou gros coup de com' de Cupertino, on va en discuter. Aux États-Unis, le CES retient son souffle alors que T-Mobile a rejoint la désormais longue liste d'exposants qui préfèrent renoncer au salon de Las Vegas à cause de la vague de variants Omicron. Apple ne fait pas partie des exposants, mais au CES, Apple est très présent indirectement. Ce sera non pas l'info, mais le suspense de la semaine. Tout sur Apple Music Voice, la déclinaison 100% Siri est 2 fois moins chère du service de streaming musical, mais vaut-elle vraiment ces 4,99€ par mois ? Et puis le tuto audio, comment bien choisir son SSD, vous serez incollable sur le sujet à la fin de cet épisode 70. Bonjour, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Joyeux Noël avec 24 heures d'avance, ou peut-être pas, si vous nous écoutez après le premier réveillon de cette fin 2021. Bienvenue dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, 18e épisode de la saison 2. Salut à mes complices du soir, ils sont deux. Je commence par toi, Elie Abitbol, MCS Group. Hello Elie. Bonsoir Benjamin, bonsoir Gilles, bonsoir tout le monde. Est-ce que les marmites sont prêtes ? Écoute, oui. Oui. Petit quel suspense. Sera le menu ? Un petit avant-goût ? Ah, écoute, une petite info qui m'a un peu énervé en plat, mais parce que c'est des sondages et tu sais que les sondages, on leur fait dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mais quand même, un beau dessert de Noël, je pense que celui-là, il va vraiment, vraiment vous plaire. Ah, tant mieux. Ce sera tout à l'heure ton dîner, Elie. Et bonsoir aussi à toi, Gilles Dounès, co-auteur d'iPod Backstage notamment. Bonsoir Benjamin, bonsoir Elie, et bonsoir à tout le monde. De quoi vraiment tout en faire un plat, Elie ? On verra. C'est sa spécialité, tu sais bien. Bon Gilles, on inaugure ce soir avec toi une nouvelle chronique dans iWeek. Elle s'appelle Le Focus de Gilles. Alors c'est quoi le pitch, Gilles ? Il s'agit de revenir sur une information de la semaine écoulée, sans que ça puisse forcément mériter l'info de la semaine, mais ça mérite quand même une mise en perspective. En l'occurrence, là, la rumeur que nous avions évoquée la semaine dernière à propos d'un iPhone 14 doté d'un capteur à 48 mégapixels. On va donc y revenir avec toi dans cette nouvelle chronique, le Focus de Gilles, tout à l'heure. iWeek, la semaine Apple, c'est aussi sur Twitter, @iWeekNews. Followez-nous évidemment et utilisez le hashtag iWeekLSA pour nous faire parvenir vos messages et vos réactions. Soutenez-nous sur patreon.com/iWeek, hyper important, à partir d'1,50€ par semaine. Merci à nos contributeurs. Et puis, essayez i5, le podcast compagnon d'iWeek, 5 minutes par jour, 5 jours par semaine, avec l'essentiel de l'actu Apple, chaude comme un pain au chocolat, dans vos oreilles, sur Spotify et Apple Podcast, 4,99€ seulement par mois pour plus de 20 épisodes. Et puis bon, c'est Noël, alors lancez-vous, vous soutiendrez aussi notre boulot et vous ferez une bonne action. Dans un instant, le CES en suspens, tout sur Apple Music Voice, mais tout d'abord, retour sur le 20h de TF1 et cette exclusivité mondiale, je cite, à l'Apple Park. C'était dimanche soir sur TF1 à la fin du 20h, un reportage à l'intérieur d'Apple Park en exclusivité mondiale, a dit Anne-Claire Coudray. L'une de nos équipes a pu pénétrer au cœur du siège d'Apple, le bâtiment de bureau le plus cher et le plus secret de la planète. Sur Twitter, on pouvait lire depuis la veille, après plus de 2 ans de négociations, nos reporters ont été les premiers au monde à pouvoir filmer à l'intérieur d'Apple Park. Le résultat, un reportage d'un peu plus de 4 minutes, je cite, sous haute surveillance, toujours accompagné, où chaque endroit filmé fait l'objet de négociations. C'est Yannick Ezard, le journaliste de TF1, qui le dit pendant le reportage. Alors on voit de superbes images de l'Apple Park par drone, on voit la soucoupe volante à 5 milliards de dollars sous tous ses angles, très peu de salariés dans les couloirs, tous les visages sont floutés, sauf
ceux des 3 vice-présidents interviewés. Greg Joswiak, le nouveau Phil Schiller en charge du marketing, Sumbul Desai, la vice-présidente en charge de la santé, et puis Lisa Jackson, qui est responsable de l'environnement. La conclusion, elle, ne nous a vraiment rien appris. Elle nous a même un peu fait sourire, on l'écoute. Derrière ces murs se prépare donc en partie notre monde de demain, avec de futures innovations qui connaîtront peut-être le même succès que ces smartphones. D'après nos informations, l'entreprise peaufinerait actuellement des lunettes de réalité augmentée. On parle aussi d'une voiture électrique entièrement autonome qui pourrait voir le jour d'ici quelques années. Alors, véritable scoop ou coup de com' d'Apple ? On va en discuter tous les 3 quelques minutes, puisque c'est un peu l'événement de la semaine, dans une semaine quand même assez calme. Vous avez tous les deux vu ce reportage. D'abord, votre première réaction au bout de ces 4 minutes, Ellie. Moi, j'en ai 2. La première, c'est que c'est effectivement un coup de com' pour les deux, parce que aussi bien TF1 a fait le buzz, et Apple a donné une image très très polissée de la société. Mais deuxième impression, c'est que TF1, il ferait bien d'écouter i5 et iWeek, parce qu'ils auraient appris plein de choses sur Apple. Parce que là, on est un peu resté sur notre faim quand même. Gilles, ta première réaction à toi quand on est passé au sujet suivant et à la fin du JT, en fait? La question, c'est pourquoi TF1 et pourquoi une chaîne française? Quand même, ils ont eu 3 vice-présidents exécutifs, pas des moindres. Ils n'ont pas eu Tim Cook. Ils auraient pu avoir Tim Cook, ils ne l'ont pas eu non plus. Ils ne l'ont pas eu non plus, mais ils ont eu Joz, qui est le grand Manitou maintenant de la communication, du marketing, et puis Lisa Jackson qui a la main sur tout ce qui est environnement. C'est quelque chose d'extrêmement important pour Apple. Ils ne communiquent pas sans en faire mention, mais surtout, ils ont eu Sumbul Desai qui s'occupe du volet santé et il est fait mention, on en a souri, des lunettes à réalité augmentée. Il se trouve que ces lunettes pourront également effectuer des corrections optiques directement dans les nanocristaux des verres. Or, il se trouve que la France a l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, du moins du point de vue des remboursements. L'efficacité, on peut en parler, vu la souffrance des professionnels actuellement et la souffrance de l'hôpital, mais en particulier le remboursement des lunettes est intégral. Je me demande si ce n'est pas aussi pour peser sur les négociations qui doivent avoir lieu en amont avec les caisses et les mutuelles, histoire de susciter une demande. Et il y a forcément un agenda de ce côté-là. Tu veux dire que le feu vert d'Apple est forcément intéressé, d'une manière ou d'une autre, avec des projets en France? Forcément. En France, c'est dans le monde, mais en particulier en France. Et un succès en France et un remboursement par les caisses serait un fanion de victoire à mettre en avant pour la marque qui, dans le monde, ferait école. C'est déjà le cas, notamment pour l'Apple Watch, pour tout ce qui est activité physique ou surveillance cardiaque. Quelques pays ont remboursé l'achat de l'Apple Watch pour certaines pathologies. Comme je l'avais demandé. C'est que ça fait des années que je le dis, ça, que ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Heureusement qu'il y en a qui m'écoutent, mais pas en France. Mais je me demande s'il y a forcément un agenda de ce côté-là, pour Apple, et je me demande si ce n'est pas de ce côté-là. Apple a lui aussi servi de caisse de résonance pour des gens qui avaient un agenda comme
Greenpeace, quand il s'agit de peser sur les législations européennes sur l'environnement. Je me demande s'ils n'ont pas appris aussi de leurs compétiteurs, on va dire. Donc, en clair, tu te demandes si la France pourrait pas jouer le rôle de pays pilote pour un volet santé, par exemple, autour des lunettes. Voilà, c'est une hypothèse et à mon avis, il y a quelque chose de ce côté-là. Au moins, il y a des négociations qui sont en cours. Très en amont, on est vraisemblablement à 1 an du lancement, on va y revenir. Alors, moi, je vais quand même me mettre du côté de TF1 parce que on aurait tous aimé le faire, ce coup, très honnêtement. Hein, nous les premiers, hein, si on avait pu faire une émission depuis l'Apple Park, on l'aurait fait évidemment. On n'aurait pas forcément eu plus d'infos pour autant. Non, mais ce qui me gêne, si tu veux, c'est la façon dont ça a été vendu. C'est-à-dire que les images sont fabuleuses. C'est un des plus beaux reportages. Tu as vu qu'il y a quand même des moyens, de l'éclairage, etc. C'est vraiment superbe. Mais ils nous ont vendu ça comme une visite de l'Apple Park et non pas comme un reportage chez Apple avec 3 vice-présidents parlant d'Apple, etc. On s'attendait à une visite de l'Apple Park. On n'a même pas vu la cafétéria. On a vu le même couloir en verre dans lequel Tim Cook a discuté avec Rosier, avec lequel, je veux dire, c'est toujours le même coin où tu vois le jardin. Il n'y a jamais eu le mot visite de prononcer dans la com de TF1. Hein. C'était reportage à l'intérieur de. Oui, à l'intérieur de. Non, mais j'ai dit que ça laisse penser, quand tu écoutes ça, que tu vas avoir droit à une visite. Mais c'est un couloir, hein. Mais après, l'intérêt des interlocuteurs, l'intérêt pour chacun de faire un coup de com', c'est indiscutable et on aurait adoré le faire. On aurait peut-être posé des questions un peu plus pointues, mais bon, ça c'est parce que c'est nous. On n'aurait pas eu de réponse. Non, on n'aurait pas eu ça, je ne me fais aucune illusion. Mais bon, je suis resté sur ma faim. On se serait fait sortir. Non, je pense pas. Je plaisante. Faut pas rester là. Il y a une certitude, c'est que je pense que l'ensemble de la visite de TF1, du reportage de TF1, a dû être extrêmement bordé avant qu'il quitte Paris même, probablement. Mmh. Oui. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas 52 minutes derrière. C'est pas possible qu'ils aient fait déplacer toute une équipe comme ça. Si. Simple. Aussi. Simplement pour 3 minutes un dimanche soir. Bien sûr. Non, ça c'est pas le problème. Mais je pense que effectivement, quand le sujet s'est présenté, si vraiment il y a eu 2 ans de négociations, évidemment que le jour où Apple a dit oui, ils ont même pas réfléchi à envoyer une équipe ou pas. On a évidemment proposé à Yannick Hézard de TF1 de venir dans iWeek. Ça fait 2-3 jours que j'envoie des messages sur tous les canaux possibles. Twitter, Instagram et par mail. Et je n'ai eu aucune réponse. Voilà. Je ne peux même pas dire qu'il a décliné. Je m'attendais à ce qu'il ne puisse pas venir parce que, sans doute, contrat de confidentialité signé avec Apple, ce que j'aurais compris, mais... Bon, j'ai pas eu de réponse, donc malheureusement. Il viendra peut-être plus tard. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais en tout cas, là, je n'ai pas eu de réponse. On reparle quand même de cette conclusion, d'après nos informations, je cite, si tu veux. L'entreprise peaufinerait des lunettes en réalité augmentée. On peut. Ça fait un petit peu 2 ans que tout le monde en parle, non ? Ah bah oui. C'est pour ça que je disais qu'il fallait qu'ils nous écoutent de temps en temps, parce qu'ils auraient pu nous sortir un grand scoop, mais je sais pas, une photo de l'Apple Car sortie d'un tiroir, et là, ah mais non, c'est vrai que oui. Mon proto des lunettes. Oui. Alors, il y a le côté presque ridicule pour nous d'entendre ça, parce que ça fait 2 ans qu'on ne parle que de ça, donc c'est clairement pas une révélation ni un scoop. Maintenant, si on analyse vraiment la technique journalistique et cette phrase, le fait qu'il commence cette phrase en disant « d'après nos informations », ça veut dire, je décode, que lui a eu la confirmation, sans pouvoir le dire, là-bas, qu'Apple
est en train de finaliser effectivement des lunettes en réalité augmentée. Ou un casque, enfin. Il aurait dû le dire différemment pour pas qu'on ait l'impression d'être Hibernatus qui se réveille après 2-3 ans dans la glace. Mais oui. Ce que je comprends, c'est qu'il a eu la confirmation en fait. De toute façon, Tim Cook l'a dit clairement, à plusieurs reprises, donc plus confirmé que ça. Oui, voilà. Non mais je pense que la tournure aurait mérité d'être différente pour montrer qu'il apportait quelque chose, et qu'il ne se contentait pas juste de reprendre ce que tout le monde dit depuis 2 ans, mais d'après nos informations veut dire, à mon avis, que lui a eu des indices sur place. C'est pour ça aussi que ça aurait été intéressant de l'avoir avec nous pour en parler avec lui. Eh oui. Mais surtout que chaque mot a dû être de toute façon vu et corrigé par Apple avant que ça soit diffusé. Alors je suis pas sûr. Je pense que ces mots à lui, il y a que TF1 qui a la capacité. Mais 2 ans de négociation, à mon avis, tout était discuté. Je pense que c'est plus les conditions de tournage des journalistes, de l'équipe sur place, qui pouvaient filmer, pas filmer, qui pourrait avoir une interview sur quel sujet ils pourraient les faire parler, combien de temps ils auraient avec chaque. Je pense que tout ça a été cadré. Il est probable que Apple ait... Je ne sais pas, mais je présume qu'Apple ait rappelé qu'on ne parle pas des produits qui ne sont pas annoncés, comme ils le font en général à chaque fois. Et puis voilà, en revanche, je pense que tout le commentaire de Yannick Kézard est complètement sa liberté de journaliste. Apple a, à mon avis, certainement pas eu son mot à dire sur ça. Mais je l'espère et je le crois en plus. Il ne demande pas en général à avoir un mot à dire sur les commentaires, les frais. Ouais. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Ils sont très respectueux de ça. Mais par contre, les sujets et les intervenants n'étaient pas là par hasard. Mais c'est vrai que parmi les questions que j'aurais et que j'aimerais lui poser, c'est notamment qu'il nous explique aussi le tournage des images d'illustration. C'est vrai que c'est parmi les plus belles images qu'on ait vues de l'Apple Park. Est-ce que les images de drone sont des images qui ont été faites pour TF1 à cette occasion? Est-ce qu'ils ont récupéré des images qui existaient déjà? Combien de temps ils ont eu pour les filmer, quel matos ils ont utilisé, c'est le genre de questions que j'aurais aussi aimé lui poser. Ça viendra peut-être. En tout cas, si vous n'avez pas vu le reportage, il est en replay sur le site de LCI. Vous le trouverez assez facilement, évidemment, parce qu'il est relativement mis en avant. Voilà, c'était l'événement de la semaine. Dans un instant, on va parler d'Apple Music Voice avec Ellie qui va nous dire tout ce qu'on ne sait pas encore, on espère. Dans un premier temps, on va s'arrêter sur le souffle coupé des organisateurs du CES aux États-Unis à moins de 15 jours du salon. Eh bien, sa tenue est de plus en plus hypothétique à cause du Covid. À tout de suite. Le CES 2022 commence dans 12 jours, mais c'est théorique parce que même si le site web du CES affirme que le compte à rebours est lancé, eh bien, la tenue même du salon est de plus en plus au conditionnel, avec l'annulation de la participation d'un nombre croissant d'exposants et pas des moindres. Le dernier en date, c'est T-Mobile, l'opérateur de téléphonie mobile américain, qui a annoncé, après Amazon, après d'autres grandes marques comme Meta, donc Facebook, Twitter, Pinterest, iHeartRadio, qui est un grand network de radio musicale aux États-Unis, qu'ils ne participeront finalement pas à l'édition 2022 du CES, alors qu'ils étaient prévus comme exposants. Aussi grosse défection des médias tech américains, c'est peut-être même presque le plus inquiétant. The Verge, CNET, Engadget, TechCrunch, TechRadar, Tom's Guide. Ça fait beaucoup de très très gros médiathèques américains qui préfèrent jouer la sécurité. Alors tous mettent en avant la même préoccupation, à savoir la santé de leur personnel et des visiteurs du salon. Et on se demande pendant combien de temps les organisateurs du CES vont pouvoir encore tenir. Je le dis avec d'autant plus d'intérêt que je suis censé partir
dans exactement 7 jours pour les États-Unis pour le CES. Et oui. Et voilà, j'y croyais encore jusqu'à il y a 48 heures. Et là, j'avoue que ça me semble très, très, très mal parti. Alors que Joe Biden est plutôt rassurant. Ah. C'est là où je serais inquiet, moi. Il essaye en tout cas. En tout cas, en continuant de miser sur la vaccination plus que sur la fermeture et le confinement. Mais du point de vue de l'organisation de ces grands événements, ça s'avère très très compliqué et le calendrier est très mauvais parce qu'on se retrouve à nouveau au cœur de l'hiver. C'est comme ça, hein, le CES c'est un salon du mois de janvier, donc en été ça va mieux, mais en plein mois de janvier c'est la cata comme l'an dernier. Le CES 2021 avait été un CES totalement virtuel. Cette année, ils espéraient en 2022 faire revenir en présentiel les exposants et les visiteurs. C'est plutôt mal parti. Il y avait pas loin de 2000 exposants qui avaient signé pour revenir à Vegas, contre 4000 à peu près en 2019. Donc on était déjà à 50% des exposants d'il y a 2 ans. Apple est pas dans la liste des exposants du CES, Ellie. Non. On le sait tous les deux parce qu'on s'y est retrouvés il y a quoi, 2 ans maintenant, 3 ans? Oui, avant le Covid. Hein. Ouais, c'est ça, juste avant le Covid. Et pourtant, il y a pas mal d'actu dans l'écosystème Apple au CES à suivre. Oui, il y a dans un des halls, il y a ce coin Apple écosystème où on voit beaucoup d'accessoires, etc. Il n'y a pas vraiment d'énormes produits, mais il y a toujours des tas de petites choses à trouver. Et pareil, dans le domaine des accessoires, de la santé, il y a des marques américaines qu'on connaît moins en Europe, qu'on découvre là-bas, ou des marques chinoises. Donc c'est toujours très intéressant d'y aller. Dès la fin de la Macworld, dès l'annonce de la fin de la Macworld, l'année suivante, il y a eu un essaimage au sens apicole du terme. Ils sont tous les exposants de l'écosystème Apple, une bonne partie d'entre eux, se sont posés dans l'État voisin et ont été à Las Vegas, d'autant que les 2 événements étaient concomitants. Oui, bien sûr. Nous, on faisait les deux. Au début du mois de janvier. Ouais, moi aussi, certaines années, effectivement, je passais du CES à Macworld. C'était bien pratique d'ailleurs de pouvoir faire les deux sur un seul voyage. Voilà, bon, on va pas faire beaucoup plus long parce que ça peut d'abord évoluer à n'importe quel moment. Ce qui va sans doute faire pencher la balance à défaut d'évolution de la stratégie du côté de Washington, ça va être la décision des gros exposants qui sont pour l'instant en stand-by. Je pense à Sony, à Samsung, à Google, qui disent tous suivre les conditions sanitaires presque heure par heure et qui vont probablement, dans les heures qui viennent, soit confirmer leur présence, soit l'annuler à leur tour. C'est vrai que si les très très gros décidaient aussi de renoncer au CES, on voit mal comment le salon pourrait se tenir en présentiel. Voilà. Je dis ça en sachant que le montage des stands a évidemment commencé dans les halls. Bah oui. Donc j'imagine ça doit être un arrache-cœur pour tout le monde en ce moment de prendre ce genre de décision. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec un sujet beaucoup plus guiré. On va se mettre de la musique plein les oreilles avec la nouvelle version d'Apple Music. Elle est 2 fois moins chère, elle repose entièrement sur Siri et Ellie va tout nous dire sur Apple Music Voice. Le dossier de la semaine, c'est donc Apple Music Voice. Avec toi, Ellie, cette nouvelle version d'Apple Music, 2 fois moins chère. C'est ce qu'on voit tout de suite. Et après, reste à l'essayer et peut-être à l'adopter alors. Oui, alors il y a des choses qu'elle fait, des choses qu'elle ne fait pas. Et quand on dit des choses qu'elle fait, qu'on ne pensait pas qu'elle faisait. Donc on a eu une petite explication assez complète de ce que ça fait. Et donc, bon, déjà, qu'est-ce que ça fait pour 4,99 €, 4,99 € je suppose en France. On peut accéder à
toutes les chansons. Donc les 90 millions de chansons, on peut accéder aux playlists et on peut accéder aux stations de radio. Donc tout ça à travers Siri. Mais il y a aussi une in-app, c'est-à-dire qu'avec l'application musique, si on a le Voice Music Plan, il y a des infos qui s'affichent dans l'appli. C'est pas uniquement vocal, mais pas tout. Donc, et c'est là où on va voir qu'est-ce qui s'affiche, qu'est-ce qui s'affiche pas, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc, en fait, c'est vraiment destiné à ce que vous fassiez une recherche par chanson, par album, par playlist, mais ça s'arrête un tout petit peu là. Si vous lancez l'appli, vous allez avoir dans l'appli ce que vous avez écouté récemment. Donc, votre liste d'écoutes récentes, elle va s'afficher. Ce qu'Apple met en avant, c'est-à-dire un tout petit peu les actus, les chansons du jour ou les playlists du moment, des choses comme ça. Mais vous ne pouvez pas faire une recherche dans l'appli d'une chanson. C'est-à-dire si vous faites une recherche, je ne sais pas, du dernier disque je sais pas, d'Adèle, par exemple, il va vous donner une indication. Vous allez pouvoir écouter la preview de 30 secondes, mais vous ne pouvez pas dire dans l'appli cliquez sur la chanson et l'écoutez alors que vous êtes abonné, alors qu'il vous l'a montré en preview. Il faut demander à Siri. Donc vous avez la chanson sous les yeux, vous avez le titre. Si vous le prononcez mal, il ne va pas la jouer. Hein. Donc ça va être un tout petit peu frustrant quand même pour vous. Mais bon, il y a un certain nombre de petites infos qui s'affichent comme ça. Alors, la grande déception, mais bon, pour ce prix-là, en même temps, on ne pouvait pas non plus demander des miracles, c'est qu'il n'y a pas de spatial audio et qu'il n'y a pas de lossless. Ça, c'est non. Même si vous avez l'équipement qu'il faut, vous ne l'avez pas. Et c'est un tout petit peu dommage. C'est disponible pour l'instant dans 17 pays. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, en fait, typiquement, on peut dire « Joue telle chanson de tel chanteur ou de tel groupe. Joue-moi les meilleures chansons d'Elton John. Joue-moi le nouvel album d'Ed Sheeran, par exemple. » Bon, des choses comme ça, il le fait. Ou « Joue-moi des chansons pop des années 80. » Très bien, ça, il va le faire. Donc, déjà, ça, c'est pas mal. Hein, honnêtement, c'est pas mal. Alors, quelles sont les limitations ? Comme on a dit, l'interface à travers l'appli est limitée. Moi, j'aurais préféré que ça fasse un peu plus. On ne peut pas se baser trop sur l'expérience, sur ce qu'on a écouté, parce que c'est difficile à le vocaliser. Mais pour le reste, c'est une expérience qui est pas mal pour 4,99 €, 90 millions de chansons. Pour peu qu'on arrive à repérer et à savoir ce qu'on veut écouter. Je ne doute pas que le jeune public, parce que ça s'adresse plutôt aux jeunes, eux, ils savent exactement ce qu'ils veulent écouter, donc ils vont pas se laisser surprendre par une playlist créée par un spécialiste manuellement, comme Apple le mettait en avant, ou par un automate, comme c'est le cas de Spotify. Non, les jeunes vont dire, aujourd'hui je vais écouter du rap, ou je vais écouter telle et telle chanson, qu'on aurait d'ailleurs du mal à chercher nous-mêmes par une interface textuelle, parce que c'est souvent difficile à comprendre, mais les jeunes savent très bien trouver ce qu'ils veulent. Donc, moi je dirais que c'est bien, honnêtement c'est bien, si on renonce. Alors après, la question c'est, est-ce que ça vaut pas la peine d'avoir la version à 9 € et avoir le tout, parce que cette version-là marche aussi avec HomePod, marche aussi avec Siri, mais vous avez l'ensemble de l'expérience visuelle. Mais bon, c'est du simple au double, hein, donc pour certains budgets, budgets, ça joue. Alors, j'avais lu qu'on n'avait ni les pochettes, ni les paroles. Alors, on n'a pas les paroles. Les pochettes, oui, les pochettes s'affichent, mais pas les paroles. Bon, pour l'instant, c'est une expérience limitée. Hein. C'était un petit test, hein, puisqu'on a droit à un essai gratuit. Hein. Donc, ceux qui veulent tester peuvent. Hein. Vous pouvez tester cette expérience pendant, je crois, 1 mois. Donc, Et après, la question que je me posais, c'est par rapport à Siri. Et si on galère à localiser un nom d'album ou un morceau, tu vois ce que je veux dire ? Je repose la question de Fabrice de la semaine dernière, on ne sait jamais s'il faut parler à Siri en anglais ou en anglais avec un accent français. Mais c'est exactement ça, parce que
quand on est anglophone, on va tout trouver parce que Siri est bien adapté à la langue anglaise. Mais oui. Mais il faut vraiment avoir l'accent nord-américain, pas canadien ou australien, non. Et là, ça va marcher. En français, c'est un peu compliqué parce que soit vous aimez la musique française et vous allez parler en français de chansons françaises et d'albums français, et ça va marcher raisonnablement. Mais si jamais vous demandez un album en anglais parlant français... Non, je ne suis pas d'accord. D'abord, pour cette version, c'est vraiment construit autour de l'expérience vocale pour une génération qui fait 36 trucs en même temps. Et en général, l'écran, ils le regardent pour WhatsApp, pour TikTok ou Instagram. Et la commande de musique se fait très naturellement de façon vocale. Je pense que c'est vachement bien vu, mais pour ce qui est de l'accent, j'ai eu les pires difficultés. Moi, je lui demande en français, version Jacques Delors, du style « Dis Siri, lance le premier album de Kate Bush ». Et il me lance Kate Bush. Voilà. Ah, ça doit être pour ça, parce que moi j'ai essayé mais tu vois, moi j'ai essayé et franchement l'expérience est elle est pas pire qu'avant, mais elle est pas mieux. C'est-à-dire que j'étais un tout petit peu déçu. Il faut l'éteindre maintenant. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais ça fait peur. Tu peux parler à Siri pour arrêter aussi. Il m'a lancé The Kick Inside. Dis Siri, arrête. Dis Siri, arrête. Dis Siri, arrête l'album. Dis Siri, arrête la musique. C'est du Bonaldi, ça. C'est du Bonaldi. Siri qui se rebelle. Dis Siri, arrête. Dis Siri, arrête l'album. Chez moi, il dit, il n'y a rien à arrêter. Il y a des choses à ne pas dire. La confrérie des Siri est en train de se rebeller. Donc, Ellie, ton bilan d'Apple Music Voice ? Bah, écoute, si Siri fonctionne bien pour vous, franchement, c'est intéressant parce que c'est pas très cher et que vous avez quand même accès à 90 millions de chansons pour ce prix-là. C'est bien, avec le plus d'avoir une petite interface quand même visuelle si jamais vous en avez besoin. Après, ça va dépendre de votre budget. Si vous pouvez avoir l'expérience à 9 €, ça sera l'expérience complète. Mais à 4,99 €, franchement, elle est pas mal. Alors, il faut savoir qu'il faut avoir iOS 15.2 pour pouvoir utiliser le Voice Plan. Sinon, ça marche pas. Donc, pour ceux qui n'ont pas fait la mise à jour ou qui ont un très vieil iPhone ou des choses comme ça, il faut se méfier parce que souvent, les parents vont, par exemple, offrir, admettons, un iPhone 6 à leurs enfants pour qu'ils démarrent leur expérience de musique. Mais attention, parce que là, le Music Plan, si vous n'êtes pas en 15.2, ça risque d'être un tout petit peu compromis. Donc, vérifiez juste ça avant. En termes de macOS, il faut avoir Monterey, 12.1. Donc, pareil, si vous êtes resté en Big Sur ou si vous êtes resté dans un système précédent, pas de Voice Plan pour vous. Et moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez des AirPods Pro ou des AirPods Max, prenez la version complète pour le spatial audio. Hein. C'est tellement meilleur. Ah oui. Allez, dans un instant, on se retrouve avec notre nouveau rendez-vous dans iWeek, la semaine Apple de podcast. C'est le Focus de Gilles. À tout de suite. Gilles, chaque semaine désormais dans iWeek, tu vas prendre une actu. Alors, peut-être passée inaperçue ou peut-être insuffisamment traitée. Et ça va être ton coup de projecteur de la semaine. Alors, quelle est la première de ces infos pour inaugurer ton rendez-vous? Oui, c'est l'info de la semaine dernière où il était question d'un capteur de 48 mégapixels en lieu et place des 12 mégapixels actuellement destinés au grand angle. Et là, ça serait pour l'iPhone 14 Pro
à l'automne 2022. La note de l'analyste faisait également état d'une capacité de stockage de 64 Go pour le modèle d'entrée de gamme, en lieu et place des 128 de la gamme actuelle, ce qui m'avait fait un peu tiquer. Et ce lundi, le célébrissime Ming-Chi Kuo en a remis une coche dans sa note pour TF Securities au chapitre de ce capteur de 48 mégapixels. Ces 48 mégapixels sont réservés aux conditions de haute lumière. En situation de basse luminosité, l'iPhone va regrouper les photosites 4 par 4 afin de former artificiellement, grâce à l'AI, des photosites beaucoup plus larges et donc beaucoup plus sensibles en basse lumière. C'est un peu reproduire artificiellement ce qui se passe dans une rétine. Au centre, on a des cellules très étroites qui vont donner une image très précise, mais qui ont besoin de beaucoup de lumière. C'est ce qu'on appelle les cônes de la fovea. À la périphérie, il y a des cellules beaucoup plus larges, qu'on appelle des bâtonnets, qui sont beaucoup plus efficaces en faible luminosité, mais beaucoup moins précis. Du coup, en basse lumière, on retombe donc sur une résolution de 12 mégapixels. C'est un peu comme si l'on passait à la volée d'un œil de faucon à un œil de hibou. C'est d'ailleurs ce que fait le Galaxy S21 Ultra avec son capteur de 108 mégapixels qui deviennent, devinez quoi, 12 petits mégapixels une fois regroupés 9 par 9 en situation de basse lumière. D'accord. Dans un deuxième temps, en 2024, avec l'iPhone 15, Apple apportera un téléobjectif amélioré, capable de se déployer vers l'avant comme un zoom de réflexe ou un périscope. Alors, revenons à la rumeur précédente et ces fameux 64 Go de stockage en version de base qui m'a fait prendre la prédiction un peu avec des pincettes, dans la mesure où ça paraît très peu pour un modèle Pro, au vu de l'augmentation de la résolution du capteur, ce à quoi tu m'avais fait remarquer, Benjamin, que, quoi qu'il arrive, les professionnels se donneraient les moyens de l'utiliser pleinement en achetant suffisamment de stockage, si de juger nécessaire. Il n'est pas fait mention par Ming-Chi Kuo de ces fameux 64 Go pour le ticket d'entrée, mais si ça devait être le cas, ça marquerait un changement de la stratégie d'Apple vis-à-vis de l'iPhone. C'est pas seulement les professionnels de la prise de vue ou les passionnés d'images qui s'offrent un iPhone Pro depuis le lancement de la gamme. Il y a également beaucoup de gens qui veulent en mettre plein la vue. Du coup, si Apple réduit vraiment la capacité de stockage de ce modèle Pro au minimum syndical, comme il le fait déjà depuis des années sur les modèles professionnels de la gamme Mac, on peut penser au Mac Pro en particulier, c'est qu'ils ont derrière la tête destiné l'iPhone Pro véritablement aux professionnels et aux amateurs avancés, et vraisemblablement ils ont autre chose sous le coude en direction des flambeurs, des influenceuses et des oligarques qui débarquent chez Eli pour remplir les soutes de leurs avions privés. Welcome, welcome. Devinez quoi, l'automne 2022, c'est également l'échéance qui court pour le lancement des lunettes à réalité virtuelle et 2023 pour les phones à écran pliable. Largement de quoi se payer la frime, non ? Ouais, sauf que les lunettes, on dit que c'est un casque en fait, hein. C'est pas des lunettes. C'est un casque, hein. Oui. C'est un casque dans un premier temps, mais bon. Les lunettes 2024-2025, les lunettes, hein. Ouais. Pas avant. On s'y perd déjà, donc... On s'y voit déjà. En tout cas, ce casque, il est bien prévu pour la fin de l'année prochaine. Même Ouais. Ming-Chi Kuo, que tu cites, Gilles, a redit ces dernières heures que il ne serait pas lancé au deuxième trimestre comme il l'avait espéré à un moment. En revanche, on parle bien d'une présentation technologique à la WWDC en juin et d'un lancement au quatrième trimestre 2022. Donc j'allais dire pour les gens très riches. Oui, tu peux le dire. On sait pas en fait, on sait pas. Merci Gilles pour ce premier focus dans iWeek et à la semaine prochaine pour le suivant.
Pommes, le JT de la semaine avec les 3 infos qu'on vous propose aujourd'hui. On commence, Ellie, par ce détournement d'utilisation des AirTags avec un premier cas avéré aux États-Unis cette fois. Oui, en fait, c'est aux États-Unis, c'est dans le Michigan, donc le possesseur d'un beau véhicule, puisque c'est un Dodge Charger, pour ne pas faire de la publicité. Donc, c'est aperçu que quelqu'un avait subrepticement glissé un AirTag dans sa voiture parce qu'il a été prévenu par son application localisée. Et donc, il a fouillé et il a effectivement trouvé cet AirTag. En fait, il était allé faire ses courses dans un mall américain, comme d'habitude. Et 2 heures après, en revenant certainement avec des chariots pleins de cadeaux de Noël, il a eu un petit cadeau insoupçonné, donc un AirTag. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'iPhone lui a dit qu'il a fouillé et qu'il a trouvé l'AirTag. Et du coup, la très bonne nouvelle, c'est qu'il a gagné $35. Puisque cet AirTag, il peut le réinitialiser. Cadeau! C'est très bien, voilà. Et donc, sa voiture n'a pas été suivie jusqu'à chez lui, puisque devant le centre commercial, il l'a trouvé tout de suite. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, le système marche. Enfin, il marche, mais il marche aussi pour ceux qui essayent de traquer les voitures. Ça avait commencé d'ailleurs il y a une quinzaine de jours au Canada. Oui, absolument, tout à fait. Bon, après, j'étais très optimiste en disant qu'il avait gagné parce qu'en fait, il a été obligé de laisser cet AirTag à la police comme preuve puisqu'il a porté plainte. Et du coup, ils ont gardé pièce à conviction. Donc peut-être que dans quelques années, si l'affaire un jour est close, il pourrait prétendre à le récupérer. Mais je n'y crois pas vraiment, en fait. Et en tout cas, il a dû se féliciter d'être sur iPhone puisque l'iPhone nativement lui a signalé. Sur Android, on rappelle qu'il y a cette appli Apple qui a la même vocation, qu'elle détecte la présence d'un AirTag qui vous suit à l'insu de votre plein gré, en fait. Si on pense à la lancer. Donc, quand vous avez vos chariots pleins de cadeaux de Noël et tout, que vous essayez de mettre dans votre coffre, pensez à lancer l'appli, allez-y. Deuxième info, encore un départ chez Apple et pas une petite pointure, Ellie. Et non, parce que justement, c'est quelqu'un, on a parlé tout à l'heure de Joz, et c'est quelqu'un qui était son second, puisque c'était le vice-président en charge du marketing, donc quand même un poste assez important chez Apple, monsieur qui s'appelle Nick Lowe, et qui était chez Apple depuis un peu plus de 2 ans, si je me rappelle bien. Ouais, on en avait parlé, et il s'occupait en fait de tout ce qui était marketing, communication, et intégration, donc ce qui est un poste assez important. Et en fait, les raisons de son départ ne sont pas très claires. En fait, il s'occupait pas mal de toute la stratégie numérique, etc. Ça n'a pas dû coller, 2 ans... En fait, il était arrivé chez Apple, j'ai regardé un peu plus en détail, en juin 2019. Juin 2019, donc il aurait fêté peut-être ses 3 ans s'il était arrivé jusqu'au mois de juin de cette année. Et à l'époque, quand il était arrivé chez Apple, il avait fait des déclarations très dithyrambiques en disant que c'était la chance de sa vie d'être embauché chez Apple. Ça a été une courte chance, voilà. mais on n'en sait pas plus. Et en particulier, on lui doit en fait des campagnes comme celle de tourner sur iPhone, vous savez, shot on iPhone, donc tous ces petits films, etc. Et c'était aussi lui qui était à l'origine de quelque chose qui a super bien marché dans les Apple Store, qui était le programme Today at Apple, c'est-à-dire en fait le fait de créer une sorte d'actu dans l'Apple Store tous les jours pour inviter les gens à venir passer en fait la soirée pour découvrir une technologie, un invité, une chanson, un groupe, etc. Donc c'était vraiment, ça c'était une superbe opération. On était, nous, très jaloux parce qu'évidemment, on est incapable de sortir une opération par jour comme ça tous les soirs chez nous, mais ça lui avait valu un grand prix à Cannes, puisque revenons à la région. Donc, et ça c'était avant. C'était avant qu'il occupe cette place-là. Il y a vraisemblablement quelque chose une divergence dans un projet qu'il
qu'il a porté et qui lui tenait à cœur, mais je me demande s'il n'était pas aussi au confluent de plusieurs compétences, dans la mesure où il reportait directement à Greg Joswiak, tu l'as dit, mais il y a Stella Lowe également qui est senior vice-présidente pour la communication. Il y a Thor Meiren qui est vice-président pour le marketing et la communication en marketing. Donc, il était peut-être pas non plus très à l'aise par rapport à un certain nombre de collègues. Oui, de compétences et de personnalités. Ouais. Bon, en tout cas, je crois qu'il est pour rien dans l'affaire du point orange, hein, Elie. Alors, quelle affaire, parce que ça a mis en émoi toute la communauté créative. Ce point orange que nous avons vu, mais peut-être que nous, on y a prêté un peu moins attention, puisqu'on a l'habitude de l'avoir sur nos iPhones depuis un moment. Dès que vous utilisez soit la caméra, soit le microphone, et que vous avez Monterey, donc la dernière version de l'OS, indispensable si vous avez évidemment une machine M1 ou M1 Pro, parce que sinon ça ne marche pas. Vous avez, dès que vous utilisez la caméra ou le micro, un petit point orange qui apparaît dans la barre de menu, là où il y a le centre de contrôle. Vous savez, c'est cette petite icône avec deux petits, c'est pas des cercles, mais bon, vous voyez de quoi je veux parler. J'ai un peu de mal à le décrire, mais c'est une sorte de centre. C'est deux barres l'une sur l'autre. Ouais. Voilà. Ouais, et donc il y a un point orange qui apparaît effectivement il est là, d'ailleurs, à cet endroit-là. Je le vois là. Voilà, donc si tu as une machine sous Monterey, tu le vois certainement, puisque tu dois avoir ta caméra en marche. Hein. Et pourquoi est-ce que ça pose un problème ? C'est parce que lorsque on fait une présentation en plein écran, par exemple tous les gens qui font de la production vidéo ou qui font du live dans un concert ou des choses comme ça, et qui projettent cette image sur un vidéoprojecteur, des fois c'est enregistré pour être diffusé en régie télé ou des choses comme ça, il y a un point orange et apparemment ça les dérange parce qu'en plein écran, admettons vous avez un fond noir, vous avez un point orange qui est en haut, au milieu et on peut se demander pourquoi. Et ils ont tout essayé parce qu'on ne peut pas l'enlever en fait. Hein. Donc ils ont essayé de dire ok, alors on va passer l'image uniquement sur l'écran externe, donc sans barre de menu. Mais alors là, le point, Apple, sournois qu'ils sont, le point du coup est plus gros. Donc, ok, il n'y a pas de menu, mais il y a un point plus gros. Donc c'est pire. Donc, et du coup, apparemment, ça leur pose vraiment un problème existentiel énorme. Donc, du coup, il y a des pétitions qui circulent. Il y a eu vraiment, ils ont interpellé les plus hauts responsables d'Apple en disant que ce n'est pas possible de fonctionner comme ça et qu'il faut absolument qu'Apple fournissent une voie ou une application ou un réglage de sécurité pour pouvoir désactiver cette fonctionnalité. Alors attention, ça ce sont des professionnels de l'image et du son qui font de la diffusion. Par contre, ce point orange est destiné pour un utilisateur lambda à le prévenir que son écran ou son micro sont allumés peut-être à son insu. Donc pour Apple, c'est extrêmement important parce qu'ils ne veulent pas qu'il puisse être accusé que quelqu'un, par un malware ou quelque chose comme ça, prend le contrôle de la caméra et du micro de son appareil. Donc, c'est compliqué à gérer. Il y a même eu, en fait, sous la pression, Apple aurait fourni un outil que je ne sais pas où trouver parce que j'ai essayé, qu'on peut lancer sous terminal. Donc, cet outil s'appelle Undot. Et quand on le lance sous terminal en ayant tapé le mot de passe administrateur, etc., ça enlève l'indicateur. Mais attention, à la prochaine mise à jour de macOS, ça va sauter. Donc c'est une mesure très très provisoire. Et en fait, tout en parlant, parce que j'avais essayé tout à l'heure voir si ça marchait, je ne l'avais pas trouvé. Mais si en fait je n'étais pas allé assez loin, en fait on peut trouver cet outil dans GitHub, vous savez, l'endroit où tous les projets en cours se trouvent. Donc, si quelqu'un a le problème aujourd'hui et ne fait pas de mise à jour dans un futur proche, et qu'il est en 12, macOS 12, je n'ai pas fait l'essai sous 12.1, mais je vais le faire.
il peut télécharger ces quelques octets. Hein. C'est en fait une commande terminale et il tape, une fois que c'est installé, un dot et clac, le petit point de Discord disparaît pour le moment. Voilà. Bon, merci Ellie pour cette info assez savoureuse. C'est pas grand-chose, il est tout petit ce point. Hein. Mais oui, dites-nous si ça vous gêne. Je comprends bien. Non, mais dans Twitter. Je comprends bien. C'est bien sur effectivement, c'est des exports plein écran, etc. Où on veut juste avoir une image et on a en plus un point orange qu'on souhaite pas. Je comprends très bien le problème. C'est tout bien vu. Merci Ellie, merci Gilles. On se retrouve dans un instant pour l'actu sous un autre angle. C'est les rumeurs de la semaine. Bon, Apple a dit que la transition vers les Mac à processeur Apple serait finie en moins de 2 ans. Et en parallèle de cette transition, Cupertino travaille encore sur un prochain Mac Intel. Et ce serait un Mac Pro. Alors ça a été un peu la surprise hier mercredi de découvrir qu'Apple pourrait sortir une dernière version d'un Mac Pro Intel. Je vois, Gilles, que tu fais non de la tête. Non. Ils avaient déjà fait le coup lors de la transition vers Intel, en passant du PowerPC vers Intel. Ils avaient pratiquement bouclé la transition et la dernière, ils ont intercalé une machine qui faisait du water cooling et c'était le Mac Pro. Donc ça n'est pas étonnant, histoire de se donner le temps de boucler complètement, de border. Non, puis ils nous ont fait le coup avec l'iMac aussi, surtout l'été dernier, qui est sorti le 15 août. Oui, absolument. Hein, le Mac Intel, là, alors qu'ils avaient annoncé, les processeurs Apple Silicon. Mais donc vous y croyez, vous, à ça? Vous y croyez à cette info? Parce que moi j'ai du mal. Hein. Moi aussi, surtout, à la limite qu'il le fasse, mais je vois pas qui l'achèterait. Mais c'est exactement ça, parce que qu'ils y travaillent pour avoir une sorte de plan B des fois que la transition marcherait pas, je pourrais comprendre. Mais dans l'article, il parle en fait du fait qu'Apple travaille sur le Mac Pro, donc M2, où on verra à quoi. Donc un Mac Pro qui pourrait avoir effectivement plusieurs processeurs max de la génération correspondante. Hein. Et du coup, sachant ça, qui va acheter aujourd'hui un truc Intel si on vous promet une machine qui pourrait avoir, admettons, 128 cœurs graphiques, 32 cœurs haute performance dans du max? Qui va acheter une machine Intel? Honnêtement. Au prix où ils vendraient... qui ne sera pas donné en plus. Non, il ne sera pas donné, mais justement, qui irait investir? Parce que quand vous achetez une machine de ce niveau-là, vous allez la garder quand même plusieurs années. C'est pas pour la changer tous les ans comme un MacBook Air, hein, si vous en avez envie. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi, honnêtement. Mais Apple a des raisons que nous ne comprenons pas à notre petit niveau. Donc si Apple pouvait nous éclairer, nous dire pourquoi, ça nous aiderait quand même. Mais ils ne commandent jamais sur les produits non annoncés. Bon, l'autre rumeur de la semaine, elle concerne le prochain iMac à écran plus grand que le 24 pouces. Je sais pas comment le dire autrement, mais que oui. C'est la meilleure manière de le résumer sans lui donner de nom, parce que on a toujours 2 hypothèses qui sont dans la balance. iMac ou iMac Pro. Alors, vous allez peut-être me dire votre sentiment. On parle de plus en plus, donc pour cet écran qui serait un 27 pouces, et ça semble vraiment se confirmer, d'un écran mini LED, autrement dit de ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Ou pas, Ellie. Ce serait quoi alors, sinon? Alors justement, la rumeur qui semble confirmée par plusieurs sources, c'est que la pré-production aurait démarré, c'est-à-dire qu'ils ont finalisé le design et qu'ils font ce qu'ils appellent des trial runs, c'est-à-dire qu'ils fabriquent une quantité de machines pour vérifier que la chaîne d'assemblage fonctionne et que la production va être conforme. Donc, et ça permet en plus de tester la machine. Et à côté de ça, ils disent oui, mais, donc ça a bien démarré, mais ce n'est pas un écran mini LED, c'est un écran LCD. On a toutes les rumeurs en ce moment.
Ouais. Et donc, si c'est un LCD, ben, un peu de déception. Et par contre, est venu compléter ça, une deuxième info, en disant, en plus, ce qu'on a vu, c'est que il sera disponible en plusieurs couleurs. Alors, si c'est un iMac LCD en plusieurs couleurs, ce n'est plus un iMac Pro. Non. Parce que ce ne sera pas du gris sidéral. Et du coup, si c'est pas un iMac Pro, est-ce qu'il va avoir un processeur du style Pro ou Max ? Non, ça sera un M2, probablement, oui. Mais alors du coup, il va être comme son petit frère, parce qu'on attend aussi un 24 pouces M2, en principe, quelque part avant l'été. On aura printemps. sans doute d'abord le 27 pouces M2. Oui. Ou peut-être Ou en les même deux en temps. même temps. Les deux en même temps, c'est ce que j'allais dire. Mm. Oui. Et alors du coup, pas de Pro. Pas de Pro. Alors peut-être qu'ils vont nous sortir un Pro Intel, hein. C'est peut-être celui-là dont ils nous parlent. Arrête là, on va s'y perdre. Là. Gilles, Je comprends plus rien. si tu devais mettre une pièce sur une configuration, ce serait quoi ? Une adaptation avec un écran plus grand d'un iMac abordable, multicolore, qui viendrait compléter la gamme actuelle à 24 pouces, avec ensuite, éventuellement, un iMac Pro. C'est compatible avec la rumeur du Mac Pro Intel qui ferait attendre qui ferait attendre le véritable Mac Pro avec son processeur de la mort qui tue. C'est ce que je disais, mais j'ai un peu de mal à y croire, tout en le disant. Ouais. C'est un peu ça. Parce que ça va être un gap supplémentaire à atteindre. C'est le niveau ultime de la sophistication et de la puissance. Il faudrait en reparler avec Fred, qui doit avoir sous le coude quelques tuyaux au niveau des processeurs, mais ça a toujours été prudent, les transitions d'Apple. Ils n'ont pas arrêté en plus, ils n'ont pas intérêt en plus à se rater sur ce coup-là. Donc, Bon, en tout cas, ces dernières rumeurs, elles jettent un petit peu le trouble dans ce qu'on attend pour, on va dire, le printemps prochain. Bah oui. Je suis incapable de trancher entre les différentes hypothèses, entre le 27 pouces grand public M2 écran LCD et un iMac plus haut de gamme avec peut-être un processeur M2 Pro, voire Max en option, et un écran 27 pouces toujours, mais en mini LED. Mini LED, et oui. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'on aura le choix. Et dans ce cas-là, comment s'appelle-t-il ? Je ne sais pas non plus. Bon, puisqu'on ne sait rien, on va passer à la suite. Ça, c'est une certitude du concret, du costaud, du qui tient bien dans l'assiette. C'est le dîner d'Eli. Entrée, plat, dessert. C'est parti. Bon, bah, c'est quasiment l'heure du dîner, Eli. Gilles et moi, on est à table. Qu'est-ce que tu nous proposes à ta table aujourd'hui ? Alors, une petite entrée assez légère, puisque justement, on va parler d'ondes électromagnétiques. Parce que figurez-vous que l'ANFR a publié ses conclusions. Parce qu'on les attendait depuis vraiment des mois, sinon des années. L'impact d'exposition du public aux antennes 5G. Mais bon, il n'y a pas de résultat très très significatif. Donc du coup, ils ont noyé ça dans... On va vous faire un rapport sur toutes les ondes de 5G, 4G, 3G, comme ça. Plus on en met dans l'assiette, moins vous comprendrez. C'est comme un bon plat de spaghettis, tu vois. Tu en mets une platée dans l'assiette et puis dedans, s'y retrouve qui pourra. L'important, c'est de tout manger si c'est bon. Et donc, mais quand même, on a des choses intéressantes qu'on a appris dans cette enquête. Hein. C'est en particulier parce que évidemment, il y a des limites d'exposition, là où les ondes deviennent dangereuses ou pas dangereuses. Il y a un décret de 2002 qui fixe les limites d'exposition. Et qu'est-ce qu'on trouve ? Le plus dangereux pour votre santé, mais on s'en doutait depuis un moment, c'est le compteur Linky. Parce que lui, il est vraiment au niveau de là où c'est le seuil critique, 87 volts-M, volts par mètre. Donc ça, c'est le maximum. Alors qu'une radio FM
est à 28 voltmètres. Bon, c'est pas beaucoup. Une télé à 30, hein, donc par rapport à la limite qui est fixée à 89, mais bon, voilà. Un téléphone mobile, suivant les marques et suivant les modèles, c'est entre 30 et 60. Donc, bon, on est quand même au-dessous de ces 90. Et même le Wi-Fi, tant décrié, le Wi-Fi est à 60. Bon, c'est quand même déjà le double d'une radio, mais c'est quand même beaucoup moins qu'un compteur Linky. Donc, voilà, c'était juste pour dire que le danger, des fois, n'est pas là où on le pense, puisque ce compteur Linky nous a été imposé à tous, même s'il y a eu de la résistance pendant un certain temps, parce que les gens se méfiaient, ils avaient raison de se méfier. En ce qui concerne la 5G, rien d'inquiétant, a priori, les valeurs sont très faibles pour l'instant, sauf dans la bande des 3 giga 5, 3500 MHz, qui est celle qui est censée nous donner de la vitesse en attendant la vraie 5G. Mais pour l'instant, il semblerait que les opérateurs ne l'ont pas activé ou que les utilisateurs ne savent pas comment en profiter, parce qu'il y a eu extrêmement peu antennes à 3 giga 5 qui soient actives en France, même si elles ont été déployées. Pour l'instant, ça c'est le rapport actuel, voilà. Même après la 3e dose de vaccin? Ben écoute... c'est malin, Gilles, c'est malin. C'est bien. Bon, Ellie, elle fait un peu mal au bide ton entrée là. Non, c'est éthéré. Si tu n'as pas de compteur Linky, aucune inquiétude. Depuis un mois. Ah bah moi aussi. Voilà. Malgré moi. Bon, Ellie, on passe au plat de résistance? Oui, c'était en fait un plat de résistance un peu coup de gueule aussi parce que il y a eu en fait une enquête sur la confiance des utilisateurs par rapport aux données. Donc, vous savez que c'est très à la mode, privacy et tout ça aux États-Unis. Donc, c'est une enquête du Washington Post. Mais le problème, alors, c'est sorti avec énormément d'écho autour parce que, grosso modo, que nous dit le Washington Post? Ils nous disent que les 1000 personnes qu'ils ont interrogées, allez savoir comment, disent que Amazon et Google protègent leurs données bien mieux qu'Apple. Je dis, mais why? Mais pourquoi? D'où ils nous sortent ça? Alors, ok, c'est une enquête, donc les gens répondent, mais les gens répondent en fonction des questions qu'on leur pose. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que quand on fait une enquête, suivant comment on pose des questions, on a les réponses des questions telles qu'on les a posées. Hein. Voilà, donc j'étais pas très content parce que franchement, je m'attends à beaucoup de choses et je n'ai jamais dit qu'Apple était une société parfaite dans ce domaine, mais dire franchement que 72% des gens pensent que Facebook est plus fiable qu'Apple dans la protection des données. Ils n'ont jamais entendu parler des fuites dans Facebook à répétition, des mots de passe, des comptes, des infos utilisateurs. Je ne sais pas. Je suis très perplexe. Et je me demande si quelqu'un va faire du fact-checking par rapport à cette enquête. Parce que moi, quand j'ai lu ça, ça m'a laissé complètement perplexe. Surtout que dans la même enquête, ils arrivent quand même à dire que Facebook, donc Meta, a été classé comme la pire compagnie, la pire société de 2021. Donc, du coup, je comprends pas du tout comment ils ont fait cette enquête. C'est une enquête qui s'adresse à tout le monde est content. C'est bon, bah voilà, j'ai trouvé ça très bizarre. Donc, ça demande une explication. Qui a fait l'enquête? Washington Post. Mais c'est quand même un journal sérieux, le Washington Post, hein, sauf que c'est Washington Post dans certains sujets. Des fois, ils ont une opinion et ils défendent des intérêts qui, des fois, sont peut-être discutables. Gilles. Bon. Il y a deux choses. D'une part, l'échantillon. 1000 personnes, c'est la limite pour la représentativité d'un échantillon en France.
ce qui est à peu près l'échelle de la Californie. Donc aux États-Unis, c'est rien. Donc il y a la méthodologie à questionner effectivement. Et puis il y a peut-être un effet Pegasus dans la mesure où les gens avaient peut-être toujours cette info de façon rémanente en disant on n'est pas sûr chez Apple et j'en sais rien, mais ça contredit tout ce qu'on a entendu jusqu'à aujourd'hui. En fait, au niveau de la confiance des données, c'est la première fois que j'entends dire Google est beaucoup plus fiable qu'Apple. Ça laisse un peu rêveur, ça demande à être fact-checké tout ça. Hein. Sans qu'Apple soit parfait, je ne leur donne pas un blanc-seing. On a parlé très souvent ici des différents problèmes d'Apple avec la manipulation des données et avec leur image de chevalier blanc de la protection des données, mais de là à dire que Google sont bien meilleurs qu'eux... Bon. Bref. Allez, ne tergiversons pas sur ce plat de résistance. Un petit dessert sympathique, j'espère, là. Parce que... Oui, un dessert merveilleux qui tout à fait raccord avec Noël, puisqu'en fait, j'ai découvert, et j'avoue que je ne connaissais pas, un objet qui devrait vraiment plaire à François, parce que je lui en ai parlé et il avait des étoiles dans les yeux, puisque il existe justement des lumières de Noël, des guirlandes de Noël, qui sont en fait HomeKit. C'est merveilleux. Et donc, c'est une société que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Twinkly. Et en fait, on peut trouver leurs produits en France. Il suffit, c'est un conseil parce qu'on a des merveilleuses vidéos, mais on ne peut pas vous les passer dans un podcast audio qui en parle. En fait, ce sont des guirlandes de Noël avec des petites ampoules LED 16 millions de couleurs, HomeKit, qui existent sous des tas de formes, mais deux principalement pour Noël. Une, c'est sapin de Noël, donc pour décorer un sapin de Noël, et une autre, c'est pour mettre derrière des rideaux. Donc, et ça fait des effets. Alors, je vous conseille vraiment à tous d'aller sur YouTube si vous voulez voir les vidéos et vous tapez le mot-clé Twinkly, Twinkly, comme clignotante, Twinkly. Et sur Amazon, vous allez voir aussi leur catalogue de produits. Alors, grosso modo, ils ont un kit à 250 petites lampes avec le câble et le transfo qui va bien. Ils ont des kits avec 400 et 600 lampes LED. Là, c'est vraiment pour les maisons américaines qu'on voit dans les films où il y a des rennes sur le toit, enfin, des trucs incroyables. Mais les effets spéciaux sont juste incroyables. Alors, quand on est sous HomeKit, on est limité à HomeKit, donc on peut choisir une couleur, une intensité, et puis grosso modo, c'est bon. Hein. Mais heureusement, ils ont une appli à eux qui permet de faire des effets de clignotement, des effets de balayage, des effets d'explosion. Et regardez les vidéos sur YouTube, ça va vous permettre de passer un Noël de rêve. Alors, comme je disais à François qui disait « mais il me faut ça », je disais « oui, mais là, pour Noël de cette année, ça va être un tout petit peu difficile parce que même Amazon dit livraison le 27, hein. Donc un peu tard pour Noël, mais pour l'an prochain, on va vous faire un Noël Twinkly, on vous montrera les vidéos. Je pense qu'entre François et moi, on va se tirer un peu une compétition amicale d'éclairage de Noël et ça va être quelque chose. Mais en tout cas, on vous le conseille. Alors, c'est un tout petit peu cher, enfin un tout petit peu cher. $120 le kit de 250 lampes avec le transfo, l'appli et tout ça. Bon, $120, mais c'est un peu cher, je suis d'accord. Mais en même temps, c'est HomeKit et c'est du LED. Et tu rajoutes la TVA et tu rajoutes les frais de douane. Ouais. Non, mais c'est vendu par Amazon France, hein, donc tu peux l'acheter en France. D'accord. Bon, en tout cas, t'as de la chance que François soit pas là parce qu'il t'a du coup laissé cette news pour ton dîner. Mais que yes. Merci Elie pour cet entrée plat dessert juste avant le réveillon qu'on vous souhaite festif et joyeux. Faites bien attention à vous évidemment. Dans un instant, le tuto audio, je vais vous donner les 7 clés pour bien choisir votre prochain SSD. À tout de suite. Le tuto audio, aujourd'hui, pas de pas à pas, mais plutôt un peu de pédagogie autour des SSD, ces supports de stockage qui sont en train de remplacer nos bons vieux disques durs à plateau. SSD comme Solid State Drive, de la mémoire flash comme dans les clés USB et les cartes SD, accessibles instantanément
d'où un gain de temps spectaculaire. Chaque SSD est défini par 7 caractéristiques. Les connaître et les comprendre vous permettra de mieux choisir votre prochain SSD. Première caractéristique, le facteur de forme. Les SSD existent principalement sous 3 formes, 7 mm d'épaisseur, 2,5 pouces comme les disques durs à plateau pour ordinateur portable ou disques dits M2 qui sont le SSD réduit à sa plus petite expression. Ils sont 2 fois plus petits environ qu'une barrette de mémoire vive. Deuxième caractéristique, l'interface de connexion. Les SSD M2 se branchent en interne à la carte mère via un connecteur PCIe. C'est l'interface la plus rapide, jusqu'à 8 Go par seconde théoriquement, bien plus rapide que le NVMe, entre 3 et 5 Go par seconde, plus rapide que le SATA 3, 768 MB par seconde max, et le SATA 2, 384 MB par seconde. 3. La vitesse de lecture, séquentielle pour les gros fichiers, ou aléatoire, autrement dit, la capacité de lire des bouts de mémoire qui ne se suivent pas. Un SSD en SATA est 3 fois plus rapide en moyenne qu'un disque dur. Un SSD en NVMe est jusqu'à 20 fois plus rapide. 4. La vitesse d'écriture, séquentielle et aléatoire. Autrement dit, combien un SSD peut encaisser par seconde. Là, on parle de la vitesse de copie de fichiers et de la vitesse d'installation des applications. L'écriture aléatoire est souvent nettement plus lente que l'écriture séquentielle, mais elle reste nettement plus rapide qu'avec un disque dur classique. 5. L'endurance. Combien de données pouvez-vous prévoir d'écrire sur un SSD avant qu'il ne rende l'âme ? Un peu comme le nombre de cycles d'une batterie d'iPhone ou de MacBook Pro, on parle en TBW, en nombre de téraoctets écrits. L'endurance, c'est généralement en centaines de TBW et 2 à 3 fois celle d'un disque dur classique. Mais attention, un SSD n'est pas immortel. 6. Les IOPS. Input Output Operations per Second, le nombre d'opérations d'entrée-sortie par seconde, mesure complémentaire de la lecture-écriture. Et puis 7, tous les SSD sont à base de mémoire NAND, mais ces cellules peuvent être de différentes natures. Les plus chères sont faites de cellules SLC, plus coûteuses et offrant moins de capacité, mais qui supportent un plus grand nombre de cycles. À l'autre bout de l'échelle, les cellules TLC, PLC ou QLC sont moins chères, mais elles permettent plus de stockage. Entre les deux, les cellules MLC comme les SSD Samsung 860 EVO ou encore les eMLC. Et puis il reste un critère, c'est la capacité bien sûr. Les plus gros SSD culminent aujourd'hui à 4 Tera, mais la limite haute ne cesse d'être repoussée. Au final, les SSD ne présentent que des avantages sur les disques durs, mais ils ne sont pas parfaits pour autant. C'est toujours mieux de le savoir. Nos coups de cœur de la semaine, ce sera ton coup de cœur, Ellie, parce que tu es le seul à avoir un coup de cœur juste avant ce réveillon de Noël. C'est un coup de cœur au féminin. Oui, et il arrive juste à temps, puisqu'en fait, au moment où vous allez regarder cet épisode, vous allez pouvoir voir la saison 2 de Emily in Paris. Donc cette série de Darren Star, vous savez, qui avait produit Sex and the City pendant quelques saisons, et où il y a eu une saison 1 très très remarquée. Donc cette jeune américaine, Emily Cooper, qui très débarque... Très nunuche quand même. Oui, qui débarque à Paris sans parler un mot de français. C'était une série qui était super drôle. Moi, elle m'avait vraiment fait beaucoup rigoler. Et là, il y a une saison 2. Je n'ai pas encore vu, bien sûr, puisque le premier épisode est arrivé là. Et qui en partie a été tourné sur la Côte d'Azur, donc à Nice et à Monaco. Donc en plus de Paris, donc ça sera Emily's in chez nous. Donc nous avons vu des tas de caméras autour du Negresco, etc. Mais je n'ai pas pu apercevoir malheureusement la jeune Emily Cooper. Je serais bien allé lui dire bonjour. Je comprends bien. Bon, moi j'ai passé chez NCS. Non. Hélas, non. On verra dans les images s'il passe devant. Je ferai coucou. Elle n'a pas oublié son chargeur, c'est incroyable ça. Elle n'a pas perdu son chargeur. Bon, moi, j'ai un coup de cœur de dernière minute, effectivement, parce que tu parles d'une série. Je ne l'ai pas vue non plus, parce qu'elle arrive aussi là. C'est tout frais d'aujourd'hui. C'est cette fameuse série sur Netflix avec Leonardo DiCaprio, Meryl Streep et beaucoup d'autres qui s'appelle Déni Cosmique. L'histoire de cette météorite qui est censée entrer en collision avec la Terre. Ça a l'air mi-loufoque, mi-catastrophe. L'idée me plaît beaucoup, le casting est dingue.
Et donc j'ai très très hâte de m'y atteler. Voilà, je vous le conseille sans l'avoir vu, mais je pense que vous passerez pas un mauvais moment devant donc Déni Cosmique. L'épisode 70 est terminé, comme on dit, vive le 71. L'actu Apple continue évidemment dès demain avec i5, votre dose Apple quotidienne. Notre podcast de 5 minutes du lundi au vendredi avec l'essentiel de l'info Apple. Abonnez-vous sur Spotify et Apple Podcast, 4,99€ par mois seulement, pour plus de 20 épisodes par mois. Abonnez-vous aussi évidemment à iWeek, la semaine Apple, le podcast. Là, c'est gratuit sur toutes les plateformes de podcast. On a quand même besoin de votre soutien. Patreon.com/iWeek. Vous donnez ce que vous voulez pour chaque épisode en fonction de votre plaisir à nous écouter. Et d'avance, on vous remercie de ce cadeau de Noël. iWeek sur Twitter, @iWeekNews. On compte sur vous pour retweeter, partager nos tweets avec la communauté. C'est presque aussi important que les euros que vous donnerez. Salut à vous deux les garçons. Salut Gilles. Salut Benjamin. Au revoir toute la famille. Et joyeux Noël à toi et bon début de fête. Et salut Ellie. Bonsoir Benjamin, bonsoir Gilles, bonsoir tout le monde. Passez de merveilleuses fêtes en faisant attention. Donc consommez avec modération, mais on se revoit dans une semaine pour préparer le 2e réveillon, car on est comme ça ici. Et oui, rendez-vous jeudi prochain pour l'épisode 71. Donc nous serons à la veille du 31. Bonne fin de semaine, joyeux Noël, plein de cadeaux et de bonheur. Bon week-end et à jeudi prochain. Bye bye, salut à tous. Bye bye. Bye bye.